Non, mais Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette période particulièrement difficile. On reprend le rythme de nos visioconférences, de nos Zooms. Il y en aura d'autres. Celle-ci est un petit peu spéciale parce qu'on a eu beaucoup de demandes, ce qui permettra à ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous cet après-midi de la retrouver sur le site des entreprises du voyage. Revenons un tout petit peu en arrière. Depuis le mois de juillet, au mois de juillet, on avait eu une sorte d'embellie qui nous laissait espérer un automne plus favorable. Et puis les choses se sont dégradées et se dégradent de plus en plus avec un reconfinement et une activité non seulement en forte baisse, mais qui est devenue en même temps négative. Je voudrais, pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette réunion, vous livrer quelques réflexions qui concernent bien évidemment notre secteur, mais qui sont également à caractère un petit peu plus général. La première de ces réflexions, c'est de vous dire que les relations que nous avons avec les pouvoirs publics permettent à notre secteur d'avoir des aides et un soutien qui étaient loin d'être évidents et qui sont considérés par nos confrères européens comme une meilleure catégorie d'aide qui puisse exister en Europe. On n'en a pas toujours l'impression quand on est de ce côté-ci de la barrière, mais quand on nous regarde de l'extérieur, nos voisins nous disent « vous êtes chanceux », tout étant bien évidemment relatif. Malgré cela, j'ai l'impression que le gouvernement navigue à vue, à la fois sous la pression et que tantôt il improvise et tantôt il surréagit. Dans nos activités, très clairement, nous ressentons l'absence de visibilité, l'absence de perspective, l'absence d'anticipation, et nous en souffrons. Les règles actuelles du confinement illustrent bien cette perte de repère de notre gouvernement. L'idée de distinguer l'essentiel de ce qui n'est pas essentiel est une idée qui semble judicieuse. Dans la vraie vie, par exemple, l'air et l'eau sont essentiels. La vodka l'est beaucoup moins. Dans la vie fantasmée de nos gouvernants, le bricolage est essentiel, alors que la lecture ne l'est pas. Le loto et le kéno sont essentiels, alors que les activités sportives pour les enfants ne le sont pas. L'achat d'un nouveau téléviseur est essentiel, alors que celui des jouets de Noël peut attendre. Le tabac et l'alcool sont essentiels, alors que les sous-vêtements ne le sont pas. Amazon est absolument essentiel, au détriment du commerce local qui ne l'est pas. Le métro est essentiel, mais l'accès à l'aéroport pour prendre un avion ne l'est pas. Il est même interdit. En suivant cette logique un peu perchée, on peut se contaminer légalement en prenant le métro et en allant essayer de se surcontaminer en faisant les courses chez le roi Merlin, mais on n'a pas le droit d'aller prendre l'avion pour nos vacances dans un pays qui est en mesure et qui accepte de nous accueillir. Cet arbitrage en dit long sur deux choses. La vision biaisée comme le gouvernement de la société et la primeur donnée à la globalisation sur l'économie locale, l'économie de proximité. On pourrait se mettre à rêver, cette vision d'un monde global devrait inciter à faciliter l'ouverture des frontières,
à se libérer les personnes, à libérer les voyages, d'autant que la propagation du Covid ne dépend plus aujourd'hui de la contamination apportée par un voyageur qui vient d'un pays étranger, mais elle dépend simplement de la contamination liée à la proximité ou à la promiscuité des individus. Eh bien non, cette vision globale est contrariée par un réflexe xénophobe hérité d'un principe séculaire selon lequel les pandémies sont toujours apportées par l'étranger. Elles viennent de l'extérieur comme toutes les calamités, elles proviennent de l'étranger comme la peste provenait des bateaux qui s'arrêtaient, qui faisaient escale dans les ports. Notre crainte est donc qu'on assiste à un déconfinement progressif accompagné d'un durcissement des dispositions de sortie et d'entrée du territoire sur le territoire français. Nos activités en dépendent étroitement. Notre job est d'anticiper avant que les gouvernements ne soient tentés par la fermeture à double tour de la France, avec le CETO, avec les compagnies aériennes, les aéroports. Nous travaillons sur la mise en place de mesures de contrôle sanitaire efficaces dans les aéroports. Nous allons en quelque sorte essayer de substituer notre capacité d'anticipation aux difficultés d'anticipation de nos gouvernants. Ce sujet n'est pas le sujet majeur, mais c'est le sujet de demain. Il vient en complément de notre mobilisation pour l'amélioration des mesures de soutien destinées à notre secteur. Il vient en complément à l'assistance des équipes des entreprises du voyage à leurs adhérents. Et il vient également en complément à l'anticipation de la relance sur laquelle nous travaillons. Voilà ce que je voulais vous dire en préalable. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, vous allez avoir la présentation d'un nouvel observatoire digital qui va nous permettre et vous permettre d'anticiper sur le marché, sur les évolutions du marché en fonction de l'étude et de l'analyse des requêtes Google. Et ensuite, nous aborderons le sujet principal de cette visio, qui est le sujet relatif aux aides, aux demandes de soutien, et nous répondrons à vos questions que vous pouvez poser sur le chat. Et j'en profite pour accueillir Valérie Bonnet qui vient me rejoindre. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Je reprends un peu la parole juste pour vous donner un peu le mode d'emploi. On est beaucoup à être connectés, nous sommes beaucoup. Donc on va refaire comme la dernière fois, c'est-à-dire que vous pourrez poser vos questions par le chat et puis on les reformulera et nous répondrons. Jean-Pierre, Guillaume Bordelais qui est aussi connecté là, et vous savez qu'il est très souvent sollicité, donc vous pourrez aussi poser des questions sur des sujets qu'on n'évoque pas directement, Jean-Pierre ou moi, c'est-à-dire sur les aides, mais sur d'autres points, notamment juridiques. L'actualité est riche par rapport à ces questions. Et donc, on posera ces questions par chat et on vous répondra tout au long de notre réunion. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Nicolas Baudy, donc, qui va nous faire sa présentation de l'Observatoire digital du tourisme qu'on a élaboré pour vous. C'est sa première édition. Nicolas, à toi. Bonjour Nicolas. Bonjour Valérie, bonjour Jean-Pierre, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre confiance, merci pour cette invitation. J'en profite pour saluer quelques amis qui sont sans doute parmi les 500 participants, tels que je le vois inscrit en bas de l'écran. En effet, on va parler un peu observation digitale du tourisme. Si on pouvait avoir l'affichage en plein écran, ça serait à mon avis beaucoup plus confortable pour tout le monde. Observation, baromètre, il y en a beaucoup. Je pense que vous en avez vu d'ailleurs sans doute passer quelques-uns encore récemment. Pourquoi est-ce que nous sommes originaux dans notre approche? Nous le sommes parce que, en fait, ça va peut-être en faire sourire certains, nous ne mesurons pas les ventes dans cet observatoire, nous mesurons l'envie et l'intérêt des clients potentiels. Et on le fait en effet de façon digitale, c'est-à-dire on récupère l'information qui est disponible online. Et pour éclairer peut-être certaines questions qui pourraient venir, cet outil est déjà utilisé par exemple par Atout France, entre autres, et par d'autres professionnels du tourisme qui le trouvent efficace pour anticiper, on va dire, des décisions de marketing. En cette période très difficile, je voudrais déjà vous faire part de ma solidarité, parce que je pense qu'en effet, c'est vraiment pas une période évidente. Et on va essayer, pendant les 10 minutes qui vont venir, d'identifier ce qui va le moins mal.
si vous êtes d'accord. Guillaume, si on peut passer au slide suivant. En fait, comment est-ce qu'on peut mieux anticiper le marché? On peut anticiper mieux le marché en fait, de façon très empirique. On regarde le parcours client qui part en fait, d'une recherche qui s'effectue en ligne, bien souvent, parce que si on regarde l'ensemble des voyageurs, il y en a à peu près 90% qui sont à un moment donné allés sur Internet pour faire une recherche. Donc, regarder les recherches qui se font sur Internet n'est pas complètement stupide et permet d'avoir des informations bien avant que les réservations soient faites et encore avec évidemment beaucoup plus d'anticipation avant que les séjours eux-mêmes ne soient faits. Donc si au niveau des réservations, en effet, on dispose de chiffres, ils sont souvent un peu tardifs et donc nous avons effectivement imaginé un outil qui va s'appuyer sur les recherches pour mieux anticiper et pouvoir effectivement corriger cette notion de délai. Si on peut passer au slide suivant, en fait, regarder les recherches, ça permet de comprendre et de connaître ce que les clients recherchent pour leur proposer le produit qu'ils recherchent. Si on peut passer au slide suivant, la meilleure personne sur Terre pour répondre à cette question, j'ai envie de dire un peu malheureusement, c'est Google, qui dispose de tous ces éléments et de toutes ces informations. Google a l'avantage, en plus de ça, de pouvoir classer ces informations. Nous, on a regardé évidemment dans la rubrique voyage et on a pris la précaution de se cantonner au marché France, puisque c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Pour passer au slide suivant, pour que vous puissiez suivre les prochaines planches, qu'est-ce qu'on produit en fait comme résultat? Alors, la première chose déjà, c'est qu'on mesure des tendances de recherche pour apprécier le niveau d'intérêt d'un marché. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'on va effectuer un certain nombre de calculs sur ces tendances de recherche pour comparer les niveaux de 2020 par rapport au niveau de 2019. Et il y a deux choses qui nous intéressent. Il y a une première chose qui est l'effet moyen terme du Covid, c'est-à-dire en fait la moyenne de cette évolution depuis mi-mars. Et l'autre chose qui nous intéresse, c'est l'effet de l'actualité court terme, autrement dit, la moyenne de cette évolution sur les 4 dernières semaines. Si on peut illustrer juste ce propos par le slide suivant, vous verrez cette planche un peu plus tard. Oui, je voulais juste te poser une question, Nicolas. On parle bien de tendance, c'est ça, de recherche des internautes, et non pas d'achat. On parle de tendance de recherche, on parle de niveau d'intérêt, on parle d'intention, on ne parle pas de niveau de réservation. C'est un autre sujet et évidemment Google ne dispose pas de cette information. Mais c'est intéressant de se concentrer sur cette notion de tendance de recherche parce qu'elle donne le là finalement. Elle permet d'anticiper ce que seront les réservations de demain. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est assez simple. Vous avez en X, c'est-à-dire l'axe horizontal, la moyenne depuis début mars, et en vertical, la moyenne depuis les 4 dernières semaines. Et quand on croise en fait, ces deux informations, dans la zone A qui se dessine, en fait, on peut dire que les choses s'aggravent. Alors que dans la zone B, on peut dire que les choses s'améliorent. C'est une clé de lecture pour les planches qui vont suivre. Alors, si vous êtes d'accord, on peut commencer par faire un tout petit zoom, toutes destinations confondues pour le marché France, sur des produits génériques. Ce sont des données qui ont été relevées le 16 novembre, pardon, donc très récemment évidemment. Et donc, quand on regarde ces produits génériques, toutes destinations confondues, on se rend compte que typiquement, alors c'est un choix qui a consisté à mesurer hôtel, week-end, chambre d'hôte, etc. On aurait pu faire un autre choix, mais on assume celui-là. Le fait d'avoir mesuré ces objets, on peut clairement remarquer que hôtel a un poids relatif extrêmement élevé par rapport aux autres objets qui ont été mesurés. Le top 3, c'est hôtel, week-end et chambre d'hôte. Donc, s'il fallait se concentrer en fait sur ce qui pèse le plus lourd, ce serait ces trois-là. Maintenant, si on regarde sur le slide suivant l'analyse de ce qui s'est passé depuis mi-mars en bleu et depuis les 4 dernières semaines en vert,
on se rend compte que, écoutez, sur l'ensemble de ces objets-là, on est en recul d'un peu moins de 40%. Et sur les 4 dernières semaines, autrement dit l'impact de l'actualité, on est en recul de 50%. Il y a une exception positive, les résidences de tourisme, qui résistent finalement assez bien, alors que effectivement tous les autres objets sont en fort recul. Si on peut passer au slide suivant, donc le fameux qui permet de croiser la moyenne depuis mi-mars et la moyenne depuis les 4 dernières semaines, en fait, aucun objet ne résiste à l'actualité. Les 4 dernières semaines ont été assez fatales et elles ont aggravé finalement la situation que l'on connaît depuis mi-mars. Alors, pour autant, si on devait faire un choix, il y aurait fort à parier sur le fait que les résidences de tourisme sont l'objet qui résiste à peu près le mieux. Et on l'a vu tout à l'heure, hôtels et week-end sont ceux qui pèsent le plus lourd. Je vais vous inviter maintenant à passer sur le slide suivant et on va regarder 2 types de destinations. On va commencer par les destinations moyen courrier et on fera tout de suite après les destinations long courrier. Et sur ces destinations, on va raisonner tout produit, c'est-à-dire voyez, les recherches qui portent sur l'aérien, l'hébergement, les activités, etc. etc. Donc, c'est vraiment une globalité, c'est tout produit confondu sur donc cette liste de destinations que, encore une fois, on assume, c'est un choix, on pourrait en prendre d'autres qui pourraient vous concerner chacun que vous êtes, et donc faire un extrait de ces destinations. Mais pour autant, lorsqu'on décide de mettre effectivement l'Italie, la Corse, l'Espagne, etc. Dans l'outil, on s'aperçoit que voilà ce qui sort. Hein. L'Italie sort assez nettement devant. Le deuxième objet, c'est la Corse. Et vous voyez que l'Italie pèse 2 fois plus lourd en termes de recherche. Et pour finir, avec un top 3 qui est Italie, Corse, Espagne, en moyenne depuis mi-mars. Le slide suivant va nous donner la même chose que tout à l'heure. Vous l'avez déjà vu celui-là, c'est-à-dire en bleu la moyenne depuis mi-mars et en vert la moyenne de ces 4 dernières semaines. Retenez que sur ces destinations moyen courrier, on a un impact d'à peu près 40% de recul sur les tendances de recherche. Toutes les destinations reculent. Celles qui semblent au début moins impactées est l'Italie, mais je pense que les 4 dernières semaines lui ont été quand même un peu fatales, comme on peut le voir en vert. Le slide suivant vous donnera encore une fois cette fameuse matrice qui permet de savoir si les choses s'améliorent ou s'aggravent. Eh bien, elle s'aggrave globalement pour l'ensemble des destinations, sauf, vous voyez, le Portugal et la Turquie qui semblent améliorer un tout petit peu leur situation depuis mi-mars. Elle semble améliorer sur ces 4 dernières semaines. Retenons que s'il y avait à faire un choix sur ces destinations moyen courrier, on retiendrait Italie, Corse, Portugal et très probablement l'Espagne. Si maintenant nous passons au long courrier, donc pareil, les données ont été relevées le 16 novembre. De la même façon, hein, ce sont des tendances de recherche qui portent sur l'aérien, l'hébergement, enfin toute une série de choses qui permettent de mesurer finalement, encore une fois, l'intérêt et le niveau d'envie du marché pour ces destinations-là. Ce qui sort en premier, c'est la Réunion, et de manière assez sensible hein, par rapport au numéro 2 qui est la Guadeloupe. Donc vous voyez, on a quand même un niveau d'intérêt, un niveau de tendance de recherche qui est assez marqué en faveur de la Réunion, et donc un top 3 qui se destine autour de Réunion, Guadeloupe et Maurice. Le slide suivant, que maintenant vous connaissez facilement, puisque nous avons en bleu la moyenne depuis mi-mars et en vert la moyenne depuis ces 4 dernières semaines. Un fait vraiment intéressant, c'est 2 exceptions positives par rapport à, si vous voulez, la tendance globale qui est à peu près de moins 50. Les 2 tendances positives, c'est Tahiti et la Réunion. Et ce qui est sympathique, c'est qu'on va les retrouver d'ailleurs sur la slide d'après, c'est que en fait, se trouvent dans la zone A, donc encore une fois, toutes les destinations qui se dégradent ces 4 dernières semaines, et tout ce qui est dans la zone B, les destinations qui ont plutôt tendance à s'améliorer ces 4 dernières semaines. Donc, notons la tendance haussière sur Tahiti et Réunion, vous voyez en haut, et dans une moindre mesure, les États-Unis, les Antilles françaises
Le Canada un peu moins, qui est à la frontière, vous voyez, entre le blanc et le rose, et tout à fait en bas à gauche, de façon assez dramatique, hein, au sens anglais du terme, c'est-à-dire vraiment une chute très très forte de République dominicaine et Punta Cana, qui commence un tout petit peu à sortir, on va dire, de la chute vertigineuse dans laquelle ils étaient en train de tomber. Donc si on avait à faire un choix finalement sur ces destinations long courrier, on retiendrait l'outre-mer français, Tahiti, la Réunion et les Antilles, bien sûr. Et je vous suggère l'Inde, les États-Unis et la Chine, qui semblent quand même générer auprès du marché un intérêt certain. Donc, en conclusion, si on peut passer effectivement à la slide suivante et terminer par celle qui suit juste après. Je vous ai parlé de produits génériques en commençant, et je pense que il faut retenir hôtels et week-ends qui sont quand même des leviers très forts pour le marché. Ceux qui sont en dynamique positive, c'est résidences de tourisme et camping, donc notez-le quand même quelque part. En revanche, sur moyen courrier et long courrier, les choses sont plus faciles et sont plus marquées. Sur le moyen courrier, on retiendra aisément Italie, Corse, Portugal et Espagne. Et sur le long courrier, comme je le disais il y a quelques instants, les Outre-mer français, l'Inde, les États-Unis et la Chine. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Je pense qu'on sera amené à revenir sur ce genre d'anticipation, puisque aujourd'hui on n'est pas dans une phase de reprise du marché, mais où on refuse de regarder l'avenir et la reprise du marché et on continue à s'enterrer, où on s'intéresse à ce qui va se passer demain. Et s'intéresser à ce qui va se passer demain, c'est savoir quelles sont les requêtes Google que font les Français. Il s'agit bien des Français sur le marché français, donc nos clients. Quelles sont les requêtes Google qu'ils font, de manière à pouvoir anticiper les destinations vers lesquelles ils envisagent de partir en vacances. Merci beaucoup. Valérie, si tu veux bien, on va aborder la seconde partie, la partie essentielle, si je peux me permettre, qui concerne la partie des aides. J'aimerais que tu fasses un point sur ce que nous avons obtenu et les modalités d'application de ces aides. Et puis ensuite, on abordera les demandes que nous faisons. Alors, je sais que vous étiez impatient. J'ai envie de dire que les choses sont assez techniques. De l'attention. Fermez vos micros pour ceux qui ont leur micro ouvert. Bonjour à tous encore une fois. Effectivement, Jean-Pierre, on va parler des aides de l'État. Donc, on va faire un petit panorama. Et puis aussi des aides des EDV vis-à-vis de leurs adhérents. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a à cœur de positionner par rapport à vos attentes et à ce qu'on peut ressentir et sentir. Alors, je vais aborder en fait les types d'aides, toutes les types d'aides, et je vais partir un petit peu de ce qu'on a obtenu. Ça, vous l'avez normalement utilisé, et vous allez pouvoir vérifier que vous avez bien tout utilisé. Et puis, je vais vous dire où on en est à chaque fois. On commence par l'activité partielle, si vous voulez. Et pour rappel, l'activité partielle, c'est donc un dispositif qui a été très soutenu pour notre secteur, pas que les agences de voyage et les tour opérateurs, mais le tourisme en général. Et cette activité partielle qui a été prise en charge, on va dire, à 100%, je résume, hein, mais par l'État, jusqu'à 4 fois et demi le SMIC, en fait, cette activité, ce coût pour l'entreprise a été pris en charge à 100%. Ça devait s'arrêter à la fin du mois de septembre, si vous vous rappelez, ou au début du mois de septembre. On a eu une grande attente de votre part, on a beaucoup travaillé pour obtenir une prolongation. Cette prolongation, vous le savez déjà, je vous le redis, elle est confirmée jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, avec un maintien de ce taux de prise en charge à 100% de ce que vous déboursez pour payer votre salarié, qui est lui-même payé à hauteur de 70% de son brut ou 84% de son net. Voilà, ça, c'est le dispositif sur lequel on est actuellement, qui est extrêmement aidant. Hein. On a de cesse de le dire à l'État, à nos interlocuteurs. On va parler, Jean-Pierre parlera ensuite, après moi, de l'évolution de nos demandes dans l'avenir. Pour le moment, donc 31 décembre, ça c'est acquis. Où en est-on du projet d'activité partielle longue durée de l'accord qu'il va y avoir avec le syndicat? Alors, effectivement, ce qui est assez touchy, on va dire, c'est que on est aidé, et particulièrement, et en même temps, l'État a mis en place un dispositif d'activité partielle de longue durée, qui est en fait un dispositif qui sert
à la sortie de crise, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que comment on fait pour revenir un peu progressivement au travail, puisque ce dispositif-là se met en place au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise, soit par accord de branche, soit par accord d'entreprise. Donc nous négocions aujourd'hui, je vous le dis, on l'a dit dans la presse, mais on le dit, un accord, nous sommes en cours de négociation d'un accord APLD, et cet accord APLD va permettre, à la fin de l'aide particulière dont on bénéficie aujourd'hui, d'avoir un niveau d'aide, de soutien de l'État supérieur à ce que le droit commun prévoit. Alors, pour pouvoir mettre en place ce dispositif, bien sûr, il faut un accord, je vous l'ai dit, mais il faut également qu'on ait au moins 60% d'activité de nos collaborateurs en entreprise, 50%, on va dire, si on a une dérogation spéciale, mais au moins 50% ou 60%. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Toutes les études qu'on a faites auprès de vous montrent que vous n'avez pas 50% de votre masse salariale en activité. Donc, on anticipe aujourd'hui, on négocie cet accord. Et quand on sera prêt, on espère le signer avec les partenaires sociaux, parce qu'en fait, il permet d'avoir un soutien de l'État plus important pour l'entreprise que le droit commun, et aussi une rémunération du collaborateur à hauteur de 70% comme aujourd'hui. Ce serait 60% si jamais on ne signait pas d'accord. Donc oui, on est en train de faire ce travail. Et il faudra que tout ça se coordonne. Merci. Tu nous parles de l'exonération des charges? Oui, je vous parle des exonérations des charges. Alors, c'est l'autre dispositif qui vient en aide sur la masse salariale, puisque soit vous avez des collaborateurs en activité partielle, donc qui ne travaillent pas, soit vous avez des collaborateurs qui travaillent, on le sait tous, depuis 7 mois, on a des collaborateurs qui travaillent, non pas pour faire rentrer des deniers ou des euros, malheureusement, parce qu'ils ne vendent pas grand-chose, mais pour repositionner, reporter les voyages au départ quand on était dans la période des avoirs. Et puis aujourd'hui, malheureusement, essayer de vendre ou essayer de reporter ou d'annuler les voyages de novembre et ceux de décembre, on ne sait pas encore. En tout cas, une masse salariale qui est en activité, qui a un poids. Nous avons obtenu cette exonération des charges sociales patronales sur les 4 mois de février à mai 2020. Ça, c'est quelque chose dont vous avez bénéficié, ainsi qu'une réduction équivalente à 20% des salaires qui est sur cette même période imputable sur les charges restantes à payer jusqu'à la fin du mois de décembre. Je prends 2 minutes sur ce point-là, parce que là, je ne suis pas sûre que tout le monde ait fait la démarche. C'est à faire jusqu'à la fin du mois de novembre, mais en fait, c'est à faire quand vous remplissez vos DSN. Donc, normalement, celle du 15 novembre, vous avez dû remplir un formulaire qui demande ce crédit de 20%. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande vivement de faire une DSN modificative avant la fin du mois de novembre. Vous tournez vers votre cabinet d'expertise comptable afin que vous fassiez la démarche. Alors, on a une question. Pourquoi l'exonération des charges ne fonctionne pas pour les salariés mandataires? Alors, les salariés mandataires majoritaires, en fait, j'imagine. Si on est salarié, c'est qu'on a des charges. Voilà. Si on n'a pas de charge, si on n'est pas salarié, on n'a pas de charge. Donc, la réponse, elle est un peu assez simple, malheureusement. Donc, voilà, je crois qu'on ne peut pas dire autrement. J'ai oublié de vous dire, mais vous le savez, que ce dispositif d'exonération de charges, il est ouvert. Les entreprises qui sont éligibles sont celles qui ont moins de 250 salariés. Donc, évidemment, ça fait une différence. Et sur ce point-là, on n'a pas réussi à déplafonner au niveau du critère d'éligibilité en termes d'effectifs. Aujourd'hui, on en est où? Je te laisserai me poser des questions après, parce que je n'arrive pas à lire en même temps que je parle, si tu veux bien. Le mécanisme aujourd'hui, le même, en fait, on a réussi à obtenir, parce que c'était une demande aussi récurrente, ce n'était pas acquis. Aujourd'hui, on sait que c'est le cas, mais honnêtement, ce n'était pas gagné. Le même dispositif, en fait, c'est-à-dire exonération des charges sociales patronales et crédit à hauteur de 20% sur la période qui sera considérée la période d'exonération. Toujours pour les entreprises de moins de 250 salariés. Et il y a 2 volets dans ces exonérations. D'abord, le premier volet pour le mois d'octobre, pour les zones de couvre-feu. Donc, les entreprises qui se situent dans les zones de couvre-feu. À l'époque du couvre-feu, et qui sont bien sûr dans la liste, je vous rappelle, on est entre nous, mais je sais qu'il y a d'autres personnes connectées, donc peut-être des secteurs satellites aux nôtres, mais pour les agences de voyage et les tour opérateurs, celle de la liste S1, eh bien, il faudra, vous êtes éligible, si vous êtes en zone de couvre-feu, et si vous avez vous avez eu une baisse de 50% de votre chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, eh bien, vous aurez le droit à une exonération des charges sociales patronales. Et donc, ce dispositif est applicable aux cotisations de septembre et
à déclarer depuis le 8 octobre sur le site habituel dans lequel vous faites vos déclarations. Ensuite, il y a un dispositif, en dehors du couvre-feu, il y a un dispositif de confinement. Ça, c'est le deuxième volet actuel et on est dedans. Pour ce faire, il n'y a plus, je reste sur les mêmes critères, entreprises de moins de 250 salariés qui sont dans la liste S1, donc agence de voyage, tour opérateur, toutes ont droit à cette exonération de charges sociales patronales et au crédit de 20%, sans condition de baisse de chiffre d'affaires. Alors, la question, c'est pendant combien de temps, c'est comment on fait. Alors, ces textes-là ne sont pas, vous ne cherchez pas les textes parce qu'ils n'ont pas encore paru. C'est en discussion dans le projet de loi de finances. Mais je vous recommande, pareil, je vous donne un conseil, c'est de demander dès aujourd'hui les reports, comme vous le faites d'habitude, et c'est accepté à chaque fois. Donc, ne payez pas vos charges sociales sur ces mois. Demandez les reports de charges et ensuite, quand le texte sera en application, eh bien, ce report sera transformé en exonération. Vous le savez, nous avons eu les décrets tardivement pour les exonérations des 4 premiers mois, et bien, ce sera exactement la même chose pour cette période-là, cette séquence-là. Donc, la règle, c'est on ne paye pas et on attend les décrets de manière à être exonéré. De toute manière, on peut repousser les paiements. On aborde le fonds de solidarité? Oui. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions particulières, mais Alors, il y a beaucoup de questions, oui. Énormément de questions. Je pense qu'on ne va pas pouvoir répondre en direct aux questions parce qu'on en a beaucoup trop. On va lister toutes les questions, les regrouper et on va vous faire des réponses collectives que vous retrouverez en ligne sur le site des entreprises du voyage. Oui. Alors, le fonds de solidarité. Oui, je reviens sur les exonérations de charges. Je vois des questions. Quand on est salarié, eh bien, il y a des charges. Et quand on a des charges et qu'on a une feuille de paye, eh bien, on peut les exonérer. Voilà. Fonds de solidarité. Alors, il y a eu beaucoup d'attentes sur ce point-là, sur cette aide-là. Le fonds de solidarité, si vous vous rappelez, il y a eu plusieurs phases. La première, c'était les 1 500 € d'aide avec, au départ, un plafond d'éligibilité à 10 salariés, ensuite un plafond d'éligibilité à 20 salariés. C'était 1 million au départ, c'était 2 millions en termes de chiffre d'affaires réalisé sur l'année précédente pour pouvoir avoir accès. En fait, on a vraiment demandé d'avoir ce fonds décryptarisé, c'est-à-dire qu'on n'est plus cette notion de chiffre d'affaires maximum et on n'est plus non plus la notion de revenu. Si vous vous rappelez, il y avait 60 000 € de revenus, c'est pas si vieux, qui permettait de caper en fait l'aide apportée à l'entreprise. Donc ces deux critères n'existent plus aujourd'hui. Il y a donc des conditions assouplies, un prolongement du dispositif du fonds de solidarité jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc, on verra pour décembre, mais en tout cas, c'est un prolongement du système. Et je rappelle les critères. Il y a donc plus de niveau de chiffre d'affaires, il n'y a plus de critères de revenus, et il y a un critère, malheureusement, qui perdure, c'est celui de l'effectif. Toutes les entreprises, les entités qui ont moins de 50 salariés ou qui sont dans une holding, puisqu'on a réussi à avoir le fait que les holdings étaient éligibles, mais avec un cap de 50 salariés. Donc, les holdings qui ont une filiale, la holding et la filiale, et les filiales, qui sont jusqu'à 50 salariés, pas plus, bénéficieront de cette aide, mais pas les entreprises qui ont plus de 50 ou les holdings qui ont plus de 50. Alors, je sais qu'on est très sensible, je vois aussi des questions sur les travailleurs non salariés, justement, toutes les questions d'aide aux entreprises qui n'ont pas en fait d'activité partielle parce que les dirigeants, par exemple, n'ont pas de salaire, ne sont pas salariés. Eh bien, le fonds de solidarité, il est présenté par l'État comme étant quelque chose qui permet de finalement répondre à cette attente. Alors, ça ne répond pas pour tout le monde. Je vous rappelle un principe important. Si vous avez été sur le lien qu'on vous a envoyé, sur le petit guide, c'est que le principe, c'est qu'on aide l'entreprise. Donc, il y a eu beaucoup de questions, par exemple, sur le fait de dire on est un couple, par exemple, gérant égalitaire, et on est tous les deux, est-ce qu'on peut faire 2 demandes de fonds de solidarité? La réponse est non, c'est un fonds de solidarité par entité juridique. Ça, c'est clair. En revanche, il y a une appréciation de l'éligibilité par rapport aux revenus, mine de rien, du dirigeant. Et ce dirigeant, en fait, je vais vous donner les conditions et les sommes auxquelles vous allez pouvoir avoir le droit dans ce fonds de solidarité, mais si le dirigeant a un contrat de travail à temps complet, eh bien, il n'aura pas le droit au fonds de solidarité. En revanche,
il touche, ce dirigeant, des revenus, des indemnités de sécurité sociale et des indemnités de retraite, eh bien, ça viendra en retranchement de la somme auquel aura le droit l'entreprise. Alors, je rentre plus en détail une fois que je vous ai dit ça sur les conditions. Donc, c'est jusqu'à 10 000 euros. Voilà, ça, c'est la somme aujourd'hui à la place des 1 500 euros. Par mois. Les 1 500 euros étaient par mois, les 10 000 euros sont aussi par mois. Mais il y a une ventilation par rapport aux situations. Alors, je vais vous parler du mois d'octobre d'abord. Pour octobre, et dans les entreprises qui sont dans la zone de couvre-feu, qui étaient dans la zone de couvre-feu, il y a une éligibilité, donc si elles sont évidemment dans le secteur 1, mais on sait, vous êtes tous dans le secteur 1, en tout cas tous ceux qui sont membres chez nous, si vous avez 50% de perte de chiffre d'affaires, eh bien vous aurez le droit à l'aide sur la réalité de votre perte de chiffre d'affaires capée à 10 000 euros. Voilà, je pense que c'est clair. En octobre, dans la zone de couvre-feu. Et le chiffre d'affaires, je crois qu'il y a des questions sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il s'agit du chiffre d'affaires comptable, de celui qui est déclaré dans votre bilan et qui normalement se trouve en première page de votre bilan. Nous avons quasiment tous malheureusement perdu plus de 50% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que ce chiffre d'affaires comptable, c'est le cumul des commissions et des frais pour l'activité de distribution et de la facturation pour l'activité de production. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ce n'est pas la marge, ce n'est pas le volume d'affaires, c'est le chiffre d'affaires comptable. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont connectées et qui sont dans la liste S1 bis, c'est-à-dire la liste, vous savez, des entités qui sont satellites et qui sont concernées par notre secteur, avec lesquelles on travaille, eh bien, ce sont les mêmes conditions que ce que je viens d'énoncer pour la liste 1, c'est-à-dire baisse de 50% de chiffre d'affaires. Vous avez le droit à cette aide du Fonds de solidarité jusqu'à 10 000 euros par rapport à la perte réelle de votre chiffre d'affaires, plafonné à 10 000. À partir du mois d'octobre, on aura accès, pour le mois d'octobre, au Fonds de solidarité à 10 000 euros, on va dire. Tout à fait. Comment fait-on pour faire la demande de Fonds de solidarité? Alors, je vais te le dire, on va sur son espace personnel et non pas son espace personnel de quoi? d'impôt.gouv.fr. Oui, exactement. Et non pas sur l'espace professionnel. Donc ça, pour le mois de septembre, le dispositif est en ligne et activable depuis le 8 octobre. Mais 1 500 euros pour septembre. C'est ça, mais 1 500 euros. Pour octobre, donc je vous l'ai dit, zone de couvre-feu, mais je n'ai pas terminé. C'est pour ça que je reprends mon fil, mais ce n'est pas grave. Hors zone de couvre-feu, parce qu'il y a un dispositif pour octobre hors zone de couvre-feu. Pour la liste S1, pour les entreprises des listes S1 et S1 bis, si vous avez perdu 70% de vos chiffres d'affaires et donc que vous êtes hors zone couvre-feu, vous avez quand même le droit à cette perte de chiffre d'affaires entièrement prise en charge, capée à 10 000 euros. Et vous avez aussi, si vous êtes dans la zone hors zone couvre-feu et que vous avez perdu entre 50 et 70% de votre chiffre d'affaires, vous avez le droit aux 1 500 euros comme au mois de septembre, donc un montant plus réduit, mais vous avez le droit à quelque chose. J'en viens enfin sur le Fonds de solidarité pour le mois de novembre, à la zone de confinement. Donc là, on n'est, pas zone de confinement, mais au confinement, puisqu'on est tous en confinement. Du coup, nos entreprises du secteur 1 uniquement ont le droit à un fonds de solidarité à hauteur de leur perte de chiffre d'affaires plafonné à 10 000 euros, sans condition de perte de chiffre d'affaires. Et les entreprises du secteur 1 bis, celles qui sont satellites, ont le droit à la même chose si elles ont perdu au moins 80% de leur chiffre d'affaires. Et donc, pour la perte d'octobre, le dispositif sera activable à compter du 20 novembre. Donc, il faudra que vous fassiez la demande sur l'espace personnel impôt.gouv à partir du 20 novembre. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires? Il y a beaucoup de questions, mais l'exposé était très clair. Oui. Et on le retrouve sur le site des entreprises du voyage. D'accord. Et le PGE? Alors, le PGE, dernière chose sur laquelle nous avons obtenu des choses. Donc, encore une fois, c'est pour vous rappeler les combats qu'on a menés, donc c'est de longue date. Ce qu'on a obtenu, c'est que vous puissiez demander un PGE au-delà du 31 décembre, donc jusqu'au 30 juin 2021. Donc, on gagne 6 mois pour les demandes. Et on va dire, obtenu de repousser la date et le moment du remboursement d'un an, en fait. Donc, vous pouvez repousser d'un an le début des remboursements. Et ensuite, il y aura 4 ans pour rembourser à compter de la date à laquelle vous aurez commencé à rembourser. Il y a des choses qui sont encore en cours sur tous les dispositifs dont je viens de parler.
Jean-Pierre va en parler. Moi, je voudrais peut-être juste compléter ce que je viens de dire. Bien sûr, on répondra par écrit à toutes vos questions, mais pour mettre un peu en lumière ce qu'on a fait au niveau des entreprises du voyage en dehors de ce lobbying, on va dire, et de cette discussion permanente avec l'État, ce qu'on a mis en place qui est, on va dire, nouveau par rapport à ce qu'on faisait d'habitude, mais qui vient aussi de ce que l'on entend, de ce qu'on ressent comme besoin. D'abord, l'aide psychologique qu'on a mis en place, c'est-à-dire le point d'entrée pour avoir un recours en tant que chef d'entreprise ou en tant que salarié à un soutien psychologique par rapport à la situation extrêmement difficile que nous vivons en ce moment. Ça, on l'a senti à travers vos appels et on a pensé que ce serait une solution importante. On l'a mis en place et ce que je peux vous dire, j'ai fait un point il y a très peu de temps avec le cabinet, c'est que c'est bien accueilli et que c'est sollicité. Donc, je pense que, je vais être transparente, hein, on a acheté un nombre d'heures de conseils par rapport à ces personnes et je pense qu'on renouvellera le dispositif quand il arrivera à terme pour que vous ayez encore ce service-là parce qu'il est vraiment utile. Et il y a aussi une aide à la prise de décision, c'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, non pas sur le plan psychologique, mais sur les prises de décision stratégiques et on va dire opérationnelles dans l'entreprise, si vous vous sentez un peu perdu, vous pouvez aussi me contacter pour le coup et je vous mettrai en relation avec un des administrateurs qui est prêt à répondre et ça aussi, ça a été activé et c'est en cours. Ensuite, on a deux sujets qu'on a abordés de façon différente et nouvelle. Donc, on a fait des analyses juridiques et ensuite, on a modélisé un petit peu la façon de pouvoir vous aider et la façon dont vous pouvez avancer sur deux points. Les compagnies aériennes et le recours contre les compagnies aériennes qui ne joueraient pas le jeu. Alors, toutes ne sont pas du tout à la même enseigne, hein, ce n'est pas du tout mon propos, mais on a certaines problématiques avec des compagnies aériennes qui ne remboursent pas les billets ou qui émettent des avoirs de façon volontaire, mais qui ne veulent pas rembourser du tout, alors que nous, on a des demandes des clients. Donc, avec Maître Yop, nous avons mis en place un système, et Guillaume Bordelais qui suit ce dossier, qui vous permet, parce qu'on a négocié un tarif et qu'on a fait une pré-analyse juridique, de monter au créneau pour votre entreprise, si vous le souhaitez. Donc, vous avez eu toutes les informations pour ça. Et puis, sur le plan de la perte d'exploitation dans les contrats multirisques habitation, on a bien sûr un sujet perte d'exploitation. En fonction des conditions de contrat que vous avez signées avec vos assurances, il y a des possibilités de monter au créneau. L'UMI l'a fait aussi. Nous le faisons. Nous avons mis en place un dispositif avec Maître Taragano et c'est Guillaume aussi Guillaume Bordelais qui suit ces sujets. D'ailleurs, Guillaume est là aussi. S'il y a des questions, on essaiera de le faire intervenir aussi parce que je crois que vous avez beaucoup de questions. Donc voilà, deux dispositifs nouveaux, deux façons de faire nouvelles, mais qu'on continuera. Et puis, les questionnaires qu'on vous pose, et le dernier en date, c'est sur le PGE. On a senti une frilosité des banques, donc Jean-Pierre va y revenir. Donc, on vous a interrogé pour savoir effectivement la réalité de ce que vous avez sur le terrain pour qu'on puisse nous utiliser ces données et monter au créneau. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Ni confuse. Et très trop bien. confuse. Et voilà. Pour revenir un instant sur le PGE et l'hostilité des banques, si vous avez des refus de complément de PGE, c'est-à-dire que vous avez droit à 25% de votre chiffre d'affaires, je connais le problème des entreprises qui ont commencé leur activité au cours de l'année. Leur accès au PGE est un petit peu plus compliqué, mais on a des réponses à ces situations-là. Guillaume vous aidera à trouver la réponse. Je disais que si vous avez fait face à une hostilité de votre banque pour libérer la fin du PGE qui vous est due, il faut que vous répondiez à l'enquête que nous avons faite. Jean-Baptiste Lemoine nous a demandé de lister les cas de refus des banques d'attribuer la fin de ce PGE. Et je pense que le gouvernement interviendra pour faire débloquer ces situations. En matière de PGE, nous travaillons également à plus long terme sur la problématique du remboursement. Un jour, il faudra rembourser ce PGE. Vous savez que Valérie l'a expliqué, ça a été repoussé d'1 an. Beaucoup d'entreprises n'auront pas la capacité de rembourser et il y a donc le projet de transformer ce PGE en quasi-fonds propres sous la forme de prêts participatifs. C'est extrêmement compliqué et c'est encore plus compliqué, c'est un engagement de Bruno Le Maire et c'est encore plus compliqué pour des petites entreprises ou des toutes petites entreprises, mais nous essayons de trouver éventuellement avec les régions et les banques du territoire des solutions pour cette transformation du PGE pour ceux qui n'auraient pas la capacité de rembourser. L'activité partielle, nous demandons très fermement qu'elle soit maintenue au niveau actuel, c'est-à-dire à 100%,
au moins jusqu'au 31 mars. Et nous avons eu un engagement de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, d'étudier la question dès le mois de décembre. Je pense que sur ce point, on a quelques bonnes raisons d'être optimiste. L'exonération de charges, je rappelle à un d'entre vous qui posait la question, il ne s'agit pas de report des charges. Il s'agit à nouveau, depuis le mois d'octobre, d'exonération des charges sociales patronales. Comme vous n'avez pas le système d'exonération disponible tout de suite, pour l'instant, vous demandez à les reporter, mais elles seront exonérées. Donc, nous demandons une visibilité à long terme en matière d'exonération des charges, parce que c'est très embêtant de naviguer à vue, et avec un argument, c'est que cette visibilité à long terme, cet exo, va nous permettre, lors de la reprise, d'aider à la reprise du travail, c'est-à-dire le coût du travail sera moins cher que ce qu'il est normalement, et on fera passer nos collaborateurs du chômage au travail, ce qui est une bonne chose pour eux et pour les finances de l'État. Le fonds de solidarité, Valérie l'a évoqué, il y a le problème des holdings familiales et des entreprises de plus de 50 salariés. Nous sommes très actifs dans ce domaine-là, sans certitude d'obtenir gain de cause, parce qu'il n'est pas admissible pour nous que les entreprises de plus de 50 salariés soient pénalisées, ou les filiales de holding soient pénalisées par rapport à celles de moins de 50 salariés. Mais c'est quand même un petit peu plus compliqué. Dans les demandes nouvelles que nous formulons, c'est la prise en charge par l'État des droits à congés payés acquis pendant les périodes de chômage. C'est un dossier sur lequel nous sommes très incisifs avec les hôteliers et les restaurateurs. Nous travaillons ensemble sur cette demande. Nous demandons également que la réduction du montant des loyers ou l'exonération de mois de loyer soit appliquée à notre secteur, comme il va l'être aux discothèques, aux hôteliers et aux restaurateurs, en échange, en contrepartie, des avantages fiscaux dont bénéficieraient les bailleurs. Donc, on est bien concerné par l'exonération, on sera bien concerné par l'exonération de loyer si elle est décidée. Ensuite, une demande plus compliquée mais plus importante également, au mois de novembre, c'est le confinement qui a généré des pertes d'exploitation et des frais pour nos entreprises. On avait organisé des voyages qui n'ont pas pu se réaliser, on avait acheté, payé des billets d'avion dont les vols ont été assurés et qui n'étaient pas remboursables, on avait acheté des prestations terrestres. On dit au gouvernement, c'est vous qui avez confiné, c'est vous qui empêchez les Français de voyager, vous devez nous indemniser des frais que nous avons eus. C'est exactement dans cet esprit-là qu'une réglementation a été adoptée en Italie ces jours derniers. Le FNE, s'il s'agit là de la formation, nous menons une pression forte auprès des pouvoirs publics et de l'Opco-Mobilité afin que ce FNE soit pris en charge à 100%, continue à être pris en charge à 100% comme maintenant. Et puis, nous occupons également des voyages scolaires et des classes de découverte. Et on est vraiment sur le sujet. Le gouvernement a décidé de dédier un fonds pour aider les organisateurs de voyages scolaires et les classes de découverte, à condition que ce soit des associations. Nous disons que cette disparité concurrentielle n'est pas admissible et que s'il y a une aide pour le secteur associatif, il doit y avoir le même niveau d'aide pour les entreprises. Voilà pour l'essentiel des combats que nous essayons de mener pour la totalité de notre secteur. Alors, si tu permets, Jean-Pierre, je voyais quelques questions récurrentes sur les questions de rétroactivité. Alors, honnêtement, sur les exonérations de charges, on a demandé, mais on a peu de chances d'obtenir une rétroactivité. J'ai vu passer la question sur le fonds de solidarité. En fait, on ne vous a pas parlé de rétroactivité parce que pour le moment, dans les textes, il n'est pas prévu de rétroactivité ni pour l'un ni pour l'autre de ces dispositifs. Donc, on le voit, ce sont des dispositifs qui vont être actifs pour le fonds de solidarité à compter du couvre-feu et les exonérations de charges à côté du couvre-feu, c'est-à-dire octobre. Pour les exonérations de charges, il semblerait qu'on soit sur 3 mois. Pour le fonds de solidarité, je vous ai dit jusqu'au 30 novembre, j'ai vu passer une question quid du mois de décembre. Eh bien, le mois de décembre, ce sera un combat qu'on est en train de mener aussi, mais on n'a pas la réponse là-dessus, donc encore moins sur l'année prochaine. Donc, c'est bien un peu le problème, c'est-à-dire qu'on agit tout au long des dispositifs pour les avoir, pour les comprendre et pour demander qu'ils soient prolongés.
On a des réponses, on ne peut pas dire le contraire, mais on manque de visibilité, on demande des réponses sur la longueur, ce qu'on n'obtient pas aujourd'hui. Et donc, on comprend très bien vos questions, hein, puisque bien sûr, c'est déjà demain, le 1er janvier. On n'a pas de réponse sur janvier aujourd'hui. On n'a aucune réponse sur ça. Et sur les loyers, je vois les loyers. Ben, les loyers, Jean-Pierre en a parlé, c'est-à-dire que pour le moment, on est sur le dispositif qui dépend de la bonne volonté du bailleur, d'actionner ce dispositif de crédit d'impôt pour lui. Nous, on considère que ce n'est pas assez parce que si on laisse le bailleur décider, on a évidemment peu de chances qu'on arrive à nos fins. J'essaie de regarder un peu vos questions pendant que Jean-Pierre... Il y avait une question sur la PST, sur la RCP. La PST, vous connaissez, vous avez entendu parler des difficultés qui sont liées de la PST, qui sont liées au sinistre Thomas Cook. Pour l'instant, et pendant le mois de décembre et après, la PST continue à être garant. Il n'y a pas enfin, il y a des problèmes certainement, mais il n'y a pas de problème particulier immédiat. Pour la RCP, un assureur a résilié les contrats pour les entreprises qui avaient plus de 30 000 € de volume d'affaires. C'est totalement anormal. Nous mettons tout en œuvre pour qu'il y ait un autre assureur qui prenne le relais. Vous savez que les assureurs ont l'obligation d'assurer. On ne peut pas se trouver sans assurance RCP. Voilà, et c'est vrai qu'on sera attentif au coût, bien sûr, de cette nouvelle assurance, parce qu'on le voit déjà et on le voit dans l'hôtellerie. C'est un peu la même chose, il y a une dénonciation et puis des primes plus importantes, alors que finalement, les risques n'ont pas... Enfin, il y a très peu de risques qui ont été couverts en 2020, puisque depuis mars, on a peu d'activités. Je vois beaucoup de questions sur les travailleurs non salariés, les aides pour eux. L'État considère que le Fonds de solidarité vient sur cette question-là. Donc, c'est pour ça qu'on se bat aussi sur le reste, mais il n'y a pas un dispositif dédié. C'est le Fonds de solidarité qui, au départ, a été fait pour ça. Les travailleurs non salariés, très clairement, c'est un trou dans la raquette. Ils n'ont pas été traités, ou ils n'ont pas été bien traités uniquement par le Fonds de solidarité. On a plusieurs fois soulevé ce problème. Je ne peux pas dire qu'on ait été particulièrement bien entendus. Mais nous insisterons pour trouver une solution pour les travailleurs non salariés. Et puis, je vois des questions aussi vraiment liées à la prise de décision. Je vois et on entend, on a beaucoup d'entreprises qui vous a au téléphone et vous nous faites part du fait que le licenciement, parce qu'il y a licenciement en ce moment, évidemment, a un coût avec l'ancienneté et les indemnités de départ à payer et que c'est un coût. On en a tout à fait conscience. Donc, il y a des choix à faire, malheureusement, effectivement, mais on sait que c'est quelque chose qui se pose aussi à vous en termes de décision, parce que parfois, certaines entreprises n'ont pas les moyens même de licencier. Donc, en tout cas, on ne va pas répondre comme ça de façon globale, mais prenez contact avec nous, avec Jean-Pierre ou moi, parce qu'on vous aidera en vous orientant, parce que vous avez des pairs, entre guillemets, qui ont les mêmes questions et qui ont tranché ou qui ont trouvé des solutions. En tout cas, il faut prendre effectivement des décisions. Vous avez raison de prendre ces décisions. Nous, on n'incite pas à licencier, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que... Pour le Fonds de solidarité, pour le Fonds de solidarité, je rappelle que c'est par entreprise et pas par point de vente. Oui. C'est très clair, ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, qui concerne certainement plusieurs d'entre vous, c'est celui des critères IATA et SNCF et des garanties financières que vous êtes amenés à fournir. Notre demande est extrêmement claire. Je ne peux pas dire qu'on soit particulièrement bien entendu par la SNCF et par IATA. C'est de dire, on prend les critères du bilan 2019, on oublie 2020 devient une année blanche, mais pour fixer le montant des garanties, on prend le volume d'affaires de 2020 sur la base des critères de 2019, de manière à ce que le montant des garanties baisse et que vos engagements auprès de vos établissements bancaires sont moins élevés. Oui, donc je réponds à une question sur la façon de solliciter le Fonds de solidarité. Oui, c'est bien à partir du 20 novembre pour octobre. Oui, c'est bien sur votre espace particulier. Donc, vous verrez, ce sera... voilà, c'est facile d'accès. C'est bien ça. Il y a une question qui concerne les prêts en cours et le fait de repousser les prêts en cours. Oui, ils seront certainement repoussés au-delà de la première période de 6 mois, de 3 mois d'abord, puis de 6 mois, je crois, qui avait été prise. On va insister là-dessus. Là, il s'agit des prêts que vous aviez avant le Covid obtenus de vos banques.
Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu passer tellement de questions. Peut-on cumuler PGE et Fonds de solidarité? Oui, oui, bien sûr, oui, sans aucun problème. Et surtout, faites-nous remonter. J'ai vu beaucoup d'intervenants qui expliquent qu'ils n'ont pas réussi à avoir leur PGE. Sur le questionnaire qu'on a envoyé, j'ai très peu de réponses. On a fait un point tout à l'heure. Donc, vraiment, envoyez-nous des informations avec le nom des banques. Hein. On ne vous demande pas le nom de la banque, au moins. Et même l'agence en question, parce qu'on fait remonter ça vraiment très concrètement, mais il nous faut des écrits. Donc, voilà. Guillaume, est-ce qu'il y a des questions qui vous concernent et auxquelles vous souhaitez répondre? Non, il ne me semble pas. Je continue de regarder. On a pas mal de questions qui arrivent. Pourrait-on à nouveau avoir la doc sur le Fonds de solidarité? Oui, bien sûr. S'il vous plaît, c'est possible de poser une question en direct? Oui, allez-y. Oui. Sur le questionnaire que vous nous avez demandé sur le PGE, c'était sur les 25% ou c'est le refus total du PGE? Les deux. Total ou partiel. D'accord, hein, voilà, ok, c'est bon, merci. Oui, moi j'ai une question parce que pour l'instant on parle assez peu, on est plusieurs à essayer d'intervenir là-dessus, mais sur les sociétés qui ont moins d'un an et notamment celles qui ont été créées en début d'année. Je vous rappelle que ça c'est un très gros trou dans la raquette parce qu'il n'y a quasiment aucune aide. En fait, les aides sont basées sur du chiffre d'affaires et non pas sur des charges, ce qui est une grosse erreur. Je comprends la plupart des organismes qui vont traiter avec Bercy représentent des sociétés qui sont déjà existantes, donc ont déjà du chiffre d'affaires. Donc elles peuvent très bien demander effectivement d'avoir des aides qui tiennent compte d'un niveau de baisse de chiffre d'affaires. Mais une société qui vient de démarrer n'a pas de chiffre d'affaires. D'accord? Donc elle n'a pas droit du PGE. 25% de zéro, ça fait toujours zéro. D'accord? Donc pas de PGE, quasiment pas de Fonds national de solidarité, parce que quand vous faites 2 000 € de chiffre d'affaires au mois de janvier et qu'on vous dit votre comparaison, c'est depuis le début de l'exercice. On ne va pas passer la aujourd'hui. Oui, mais bon, vous n'y répondez pas, donc. Mais si, Valérie vous répond. Je vous réponds d'abord, je vous demande si vous avez été regardé sur le lien, parce qu'il y a quelque chose qui est prévu désormais. Alors, si vous n'avez rien du tout, je n'ai pas de baguette magique, mais quand on n'a pas un an d'activité, vous allez sur le lien, sur la FAQ qu'on vous a donné, sur le Fonds de solidarité, et vous verrez que maintenant, il y a un dispositif qui dit soit par rapport à l'année dernière, soit sur 2 mois ou 3 mois. Donc, est-ce que mais c'était déjà le cas. C'était déjà le cas, madame. C'était déjà le cas entre mars. Il y a quelque chose de nouveau, monsieur. Il y a quelque chose de nouveau. Donc, je voulais savoir si vous aviez cherché ou non. Sinon, vous m'envoyez un mail et on va chercher ensemble. Eh ben, je vous conseille de lire mon article sur Tourmag et ça ira plus vite. Comme ça, on ne perdra pas de temps. Parce que du coup, j'ai pas… C'est bon, je sais qui vous êtes. D'accord. Je voudrais poser aussi une question concernant la PST, parce que là, il y a quand même, on a posé une dizaine de fois la question. Il faudrait que la PST se prononce concernant la cotisation de la fin de l'année. Bon, ma société a 3 ans d'existence et le tourisme, je l'apprends tous les jours. Donc déjà, la part variable, le calcul de la part variable, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment très bien compris, pour avoir posé les questions de nombreuses fois, et surtout les 30% de Thomas Cook, alors qu'une audite avait été faite 6 mois avant et que des gens, par Deloitte d'ailleurs, et que dans cet univers-là, j'imagine quand même que les gens ont la compétence de mesurer la fragilité d'une entreprise comme ça, et qu'une boîte comme la mienne, qui est un microbe, je paye 30% de cotisation. On est nombreux à vous poser la question par rapport à la PST. Visiblement, il est dit que la PST ne fera pas d'effort sur la cotisation de l'année prochaine. Et ça, pour moi, c'est dramatique parce que vous êtes vraiment des gens, pas vous, la DV, mais c'est des gens de notre secteur qui sont en ligne droite par rapport au soutien qu'on attend. Et là, on n'a rien de la PST comme aide, comme soutien. Alors. Merci. Nous n'avons aucune légitimité pour répondre à la place de la PST. On est ici dans le visio des entreprises du voyage et pas de la PST. Je vous suggère de poser ces questions à la PST. Mais on les pose et on ne répond pas. Donc, vous êtes dans le même immeuble, c'est blanc-bonnet et bonnet blanc. Alors, on est relayé en me demandant à la PST de répondre très clairement. Je ne peux pas répondre à la place de la PST, je ne suis pas habilité à le faire. Non, mais ça vous bottez en touche parce que sur un sujet comme ça, c'est quand même très, très important. Et quand on demande justement, il y a 477 personnes qui sont ici, il faudrait quand même 15 jours que les gens de ce métier se mobilisent par rapport à la PST sur ce point-là. On le subit et personne ne réagit, quoi.
Vous savez, Donc, vous êtes concernés au même titre que nous pour défendre nos intérêts et défendre notre position avec ce qu'on vit actuellement. c'est ce qu'on fait, exactement. Je suis désolée, hein, c'est ce qu'on fait. On a organisé cette réunion pour pouvoir vous donner le maximum d'informations et vous écouter aussi. Mais honnêtement, voilà, ça ne sert à rien d'aller plus loin sur ce point-là parce que nous, on est exactement au courant de la situation. On ne peut pas répondre, comme le disait Jean-Pierre Masse, à la place de la PST. Ce n'est pas possible pour nous. Non, mais quand là, il y a un témoignage qui la PST ne fait aucun effort. Non, merci. On va prendre d'autres questions. J'ai une autre question. Pour les exonérations de septembre, est-ce qu'il faut attendre la sortie des décrets ou on peut le faire dès maintenant? Alors, toutes les exonérations dont je vous ai parlé, vous allez sur votre espace comme vous le faites d'habitude dans la déclaration, vous demandez des reports. C'est ce que je vous recommande, puisque le texte n'est pas sorti. Et qu'il sorte... Même pour le septembre? Oui. D'accord. Il n'y a pas d'exonération. Oui. Ok. Il y a des exonérations pour octobre, novembre et peut-être décembre. Et vous allez sur votre site, quand vous faites votre déclaration, vous demandez un report et ce report, il vous sera accordé. Il n'y a pas de reports qui sont refusés. Et quand les textes paraîtront, vous aurez la transformation de ces reports en exonération. Très bien, merci. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui, vous savez que donc on est couvert par l'ordonnance du 20 mars 2020 qui nous permet d'éditer les avoirs et de proposer des reports de voyage. J'ai deux clientes qui sont saisies la commission paritaire des voyages et je suis dans l'obligation de rembourser sous 14 jours. Guillaume. Pour des voyages annulés sous l'ordonnance. Alors, Guillaume suit ce dossier-là. Aujourd'hui, la commission paritaire a été saisie. Il y a eu 653 dossiers de saisine. 400 dossiers ont été examinés. 440 dossiers ont été examinés. Pour 200 dossiers, la commission paritaire demande à l'organisateur de rembourser et il est impératif que l'organisateur rembourse. Il en va de la crédibilité de l'ensemble de notre secteur. Et pour 240 dossiers, on a répondu négativement à la demande, la commission a répondu négativement à la demande du consommateur, du voyageur. Excusez-moi, je peux un mot concernant la PST, je reviens un peu. C'est vrai, vous êtes séparés, l'entreprise de voyage et la PST, c'est deux choses différentes. Mais je pense que main dans la main, vous pouvez faire attendre le gouvernement, que c'est indispensable que le gouvernement soutienne la PST pour faire face au problème qu'il y a eu suite à la défaillance de Thomas Cook. Et je crois que l'entreprise de voyage et la PST, vous faites, mais il faut peut-être aller encore un peu plus. Voilà. Deuxième question, c'est pas question, maintenant ma question. On a payé le retour d'un rapatriement des clients de l'étranger de notre poche. Il n'y a pas d'assurance qui prend ça en charge. Pour une petite agence, il se trouve avec dizaines et des milliers d'euros qui ont été payés avec les tarifs, plein de tarifs auprès de compagnies nationales, donc Air France par exemple. Est-ce qu'il y a un moyen de faire valoir ça auprès d'un organisme quelconque? Merci. Alors, sur le premier point de la PST, ma réponse est très claire. Je ne veux pas ici traiter des questions des cotisations, ce n'est pas de notre ressort. Je ne parle pas de cotisations. En revanche, la PST est un organisme essentiel pour la solidité de notre écosystème, l'ensemble de notre système. Il est bien évident que nous intervenons auprès du gouvernement pour qu'il trouve le moyen, qu'il s'investisse dans la pérennité de la PST. Nous sommes très actifs dans ce domaine-là, mais nous ne pouvons pas nous occuperons pas du montant des cotisations, du prélèvement des cotisations, question qui relève strictement la PST. Sur les frais de rapatriement, il n'y a pas vous parlez des frais de rapatriement que vous avez eus lors du premier confinement, j'imagine, hein. Il n'y a pas eu d'aide décidée ou allouée pour compenser ces frais de rapatriement. Voilà, on a fait remonter ces points, bien sûr, hein, on est conscient, mais malheureusement, c'est un peu le sens de l'aide dont parle Jean-Pierre. Il va chercher de l'argent par rapport aux annulations au deuxième confinement.
sur le manque à gagner. C'est les choses qu'on fait valoir, mais il n'y a pas d'aide et il n'y a pas de fonds prévus pour ça aujourd'hui. Quelqu'un me demande quand est-ce qu'il y aura des réponses de Bercy aux questions que l'on pose, que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, les congés payés, les loyers, etc. J'ai envie de vous dire, j'aimerais bien le savoir, j'aimerais bien vous donner la réponse, mais malheureusement, ce n'est pas moi qui tiens la plume de Bercy pour répondre aux questions que l'on pose. Et on y est tout le temps, et on relance toujours, et on arrive à avoir des rendez-vous, et on n'avance pas par mois. On a toutes les semaines une réunion avec Bruno Le Maire, dans laquelle on aborde les sujets qui concernent notre secteur. On avance pas à pas aussi vite que j'aimerais que l'on avance. J'ai une petite question. Pardon, Nathalie Bueno de Secret de Voyage, j'ai une petite question qui n'a rien à voir avec cela, mais concernant la formation. J'essaye désespérément depuis un mois d'inscrire via l'OPCA certains de mes collaborateurs, enfin même tous les collaborateurs. C'est un parcours du combattant. Je n'ai pas de contact, je n'ai pas de réponse. C'est toujours envoyé à une autre personne. Au bout du compte, ça fait un mois que ça traîne. Alors, Nathalie, je te propose, parce que pour le coup, je l'ai fait pour beaucoup d'entreprises, il se trouve par contre qu'on a nous, et moi particulièrement, parce que je suis dans les organes de décision de l'OPCO, mobilité. Oui. Nous, moi, dès que j'envoie un mail, voilà, il se trouve que j'ai une réponse. Donc, je te recommande, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent, et je l'ai déjà fait pour d'autres, vous m'envoyez votre dossier, les mails et la réponse ou la non-réponse au mail que vous avez reçu. Et je transfère et je te mets en copie tout de suite et on va faire bouger les choses. Je reviens, Jean-Pierre en a parlé, mais il y a un point très important sur le FNE, c'est-à-dire la formation pendant l'activité partielle. Jusqu'à fin octobre, c'était pris à 100%. Aujourd'hui, c'est à 70%. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi ce sera à 100%. C'est faux. On a demandé, nous, à l'OPCO, puisque l'État ne prend plus qu'à 70%, on a demandé à l'OPCO de faire le complément. On attend une réponse. Je suis pas pessimiste sur la question, et on demande quand même au cabinet d'Elisabeth Borne de faire un pas par rapport à nous pour ça. Mais pour le moment, c'est 70%. Et pour tous ceux qui rencontrent des problèmes avec l'OPCO, ils ont pas mal d'activités. D'ailleurs, pour le FNE, on a fait la moitié des FNE faits pour toutes les branches confondues. C'est pour notre secteur. Donc, on a été très actifs sur ce sujet-là. Mais envoyez-moi un mail et, en mettant dans l'objet OPCO et je le transfère et je vous mets en copie. Adorable. Merci. Question concernant les compagnies qui bloquent les remboursements. Valérie l'a évoqué tout à l'heure. Nous menons une action en justice avec l'agence de voyage. Nous seuls, DV, nous ne pouvons pas le faire. Il faut qu'on le fasse avec l'agence de voyage et le client. On vous soutient et on vous aide pour mener ces actions avec notre avocat qui suit ce dossier, qui est Emmanuel Liop. Il y a une procédure qui est en place. À nouveau, moi, je veux bien une petite précision sur ce que vous êtes en train de demander concernant les congés payés acquis. Nous demandons à ce que les congés payés, les droits à congés payés qui ont été acquis pendant les périodes de chômage, donc qui sont une charge pour l'entreprise, je constatais l'avance que vous ne oui, absolument. Vous allez bourser. Nous demandons à ce que ces congés payés soient pris en charge par le gouvernement. D'accord. C'est une demande conjointe que l'on fait avec l'hôtellerie. Moi, j'ai une question concernant l'ouverture des frontières. On refuse des ventes aux clients ou on a annulé des dossiers pour des clients qui au final sont partis avec un vol réservé sur Internet et un hôtel chez Booking, le même dossier qu'on leur avait fait. Ils sont tous partis au mois de novembre sans aucun problème. Ils ont passé les frontières sans aucun problème, alors que nous, on nous empêche de travailler. J'ai interpellé, parce que dans le Vaucluse, nous avons toutes les semaines une réunion avec notre préfet. J'ai interpellé notre préfet qui m'a dit que ce n'était pas à nous de juger si le client avait une raison primordiale pour partir, que c'était juste lui mettre dans son contrat qu'il lui fallait une raison, mais que ce n'était pas à nous de le contrôler, puisqu'effectivement, aux frontières, il n'y avait aucun contrôle. C'est un motif d'énervement important de notre part actuellement, celui-ci, puisqu'en effet, il n'y a aucun contrôle aux aéroports. Hier, j'ai pris l'avion pour aller de province à Paris. Je n'ai eu strictement aucun contrôle aéroportuaire. On ne m'a pas demandé pourquoi je voyageais. Et on peut voyager à l'étranger à condition, pour la plupart des pays concernés, je pense aux Seychelles, aux Maldives, à la République dominicaine, à Cuba, par exemple, à condition de fournir un test PCR datant de moins de 72 heures qu'en principe demande la compagnie aérienne au départ. Donc, le client qui achète son vol sur Internet et sa prestation hôtelière auprès de l'hôtelier peut voyager. Vous pouvez également, et moi ce sujet m'énerve réellement,
vous pouvez également lui vendre des vacances en lui disant « mais vous allez être dans l'illégalité pour aller à l'aéroport, ça peut vous coûter 135 € si vous faites piéger, mais une fois que vous êtes à l'aéroport, vous êtes peinard, plus personne ne vous demandera rien. » Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi on a annulé tous nos dossiers en novembre, quoi? C'est une catastrophe, quoi. Le CETO a souhaité annuler les dossiers de novembre. Nous avons suivi la politique du CETO. Aujourd'hui, et notamment à partir du 15 décembre, aujourd'hui, il n'y a pas de décision de prise pour l'avenir. À partir du 15 décembre, nous ne serons pas, notre position n'est pas favorable, eu égard au contexte actuel tel qu'il est, et n'est pas favorable à l'annulation des dossiers. À la mesure où on peut voyager, il faut donner au marché un signe positif. Valérie l'a donné ce matin auprès de BFM. On a ce soir TF1. Moi, j'étais également sur BFM hier matin, ce qui veut dire qu'on est quand même de temps en temps audible, en disant vous pouvez réserver vos vacances d'hiver. Et si on commence à dire non, on ne peut pas réserver les vacances d'hiver, on ne reprendra jamais l'activité. Une question, bonjour Valérie, bonjour Jean-Pierre, sur les remboursements que nous avons dû faire au mois de novembre, là, puisque nous sommes tenus de rembourser sous 14 jours. Et comment ça se passe quand on n'arrive pas à avoir le remboursement des fournisseurs? Ça nous fait une seconde avance de trésorerie. On peut pas, la loi ne nous permet pas de dire on ne peut pas rembourser parce qu'on n'a pas encore eu le remboursement du fournisseur. Guillaume, vous n'avez pas pris la parole encore. Alors, bonjour Christine. Le code du tourisme ne va généralement régler que la situation de l'agence de voyage ou l'organisateur qui s'adresse au client final. Donc, toutes ces relations B2B, la sécurisation de ces relations B2B, elle est purement contractuelle. C'est à l'agent de voyage, quand il est distributeur, de régler ces questions avec ses fournisseurs et notamment les réceptifs étrangers en prévoyant des cas qui lui permettent d'annuler, notamment en cas de confinement, par exemple, pour des situations de force majeure, en prévoyant, lorsque c'est possible, des conditions de paiement tardives, mais on n'aura jamais de réglementation aussi précise que ce qu'on a en droit de la consommation pour gérer les relations entre agences et leurs fournisseurs et dans le B2B en général. Alors oui, c'est une difficulté. C'est une difficulté partout en Europe, c'est-à-dire que les autres associations de voyagistes européens ont exactement les mêmes retours. On peut avoir des agences de voyage grecques qui se plaignent d'hôtels français qui ne remboursent pas non plus. Donc, c'est les mêmes difficultés. En pratique, lorsque le prestataire est à l'étranger, on sait que c'est difficile d'intervenir puisque ça coûte relativement cher de mener une action et à moins d'avoir des créances concentrées auprès d'un seul prestataire, ça peut vite s'avérer décourageant. Donc, le seul moyen d'intervenir sur ces cas, c'est d'avoir des contrats un peu plus précis qui vous protègent, des trames que vous faites signer systématiquement à vos prestataires, quels qu'ils soient. Alors, on sait que le sujet de l'aérien, c'est un autre problème et vous ne ferez jamais signer un contrat que vous avez rédigé à une compagnie aérienne, mais au moins pour vos réceptifs étrangers, avoir des contrats qui vous protègent, que font certains gros TO, mais qui est encore très peu répandu dans la profession. Il faut voir aussi, nous, de notre côté, comment on peut vous accompagner. Après, on ne pourra probablement pas vous apporter des contrats types, par exemple, puisque vous avez tous des spécificités. Et donc, ce n'est pas possible d'avoir un moule qui permette de traiter les cas de l'ensemble de la profession. Mais c'est certainement en gérant mieux ces relations contractuelles et donc en ayant systématiquement des trames de contrat et plus seulement des factures, en jouant aussi sur les délais de paiement que vous arriverez à l'avenir à avoir moins de soucis avec vos fournisseurs. Merci Guillaume. On nous parle également de relations difficiles, Promovacances, Cardinet, avec la directe. Oui, on les connaît, ces relations difficiles. Il vous faut qu'ils prolongent l'activité partielle par quinzaine. Lorsque vous n'avez pas de visibilité, il faut nous contacter. Chez nous, c'est Yveline Mescan qui suit ces dossiers et interviendra auprès des directs. On a déjà appelé des directs avec des agences. Voilà, je crois qu'on a dépassé le temps imparti. On avait prévu de terminer cette réunion à 17h10 et 17h20. On est vraiment très sensible à vos questions. On perçoit vraiment la détresse qu'il y a dans le secteur et les difficultés auxquelles
vous faites face, même si nous sommes parfois critiquables, même si certains d'entre vous estiment qu'on n'en fait pas assez, qu'on n'est pas assez visible, qu'on n'est pas assez virulent, on essaie de faire le job. Nous, on ne lâche rien. On vous incite à ne rien lâcher de votre côté. Vous aurez accès au replay de cette visio. Vous aurez les informations sur le site des entreprises du voyage. Il va y avoir également beaucoup de réunions régionales. Il y en a eu une la semaine dernière avec la région Grand Ouest, avec un petit peu moins de monde, une centaine par région. Donc, je vous conseille à vous joindre à ces réunions régionales au cours desquelles nous intervenons et nous aurons plus de facilité à répondre à vos questions. Et puis, on vous donne rendez-vous. On va reprendre le rythme de ces grandes visios nationales. La prochaine aura lieu le mardi 15 décembre à 16h. 16h parce que c'est l'heure qui permet à la fois à la Réunion et aux Caraïbes de se connecter sans être dans la nuit. Donc 15 décembre à 16h et la suivante aura lieu le 6 janvier à 16h. Merci beaucoup à vous tous. Soyez assurés, comme ne lâchez rien, ne lâchez rien. Au revoir. Merci.